Ce qui me permet, je vous remercie, d'accueillir Franck Morel, maître Franck Morel, pour faire le point sur la réglementation au niveau global, notamment des grands modèles de langage, LLM. Franck Morel, vous êtes expert associé au cabinet Flichy Granger Avocats. Vous êtes également passé par des cabinets ministériels. Vous avez été conseiller puis directeur adjoint de plusieurs ministres du Travail et également conseiller social du Premier ministre Édouard Philippe. Nous attendons avec intérêt vos éclairages sur l'impact des réglementations à venir sur le monde du travail, sujet dont on a déjà parlé, mais également sur l'enchevêtrement des réglementations au niveau international, national, européen. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez utilisé le mot enchevêtrement. Je crois qu'effectivement, le mot est particulièrement approprié parce que la réalité est la suivante, et du reste, c'est une réalité à laquelle on a souvent à faire face dans différents domaines, et le domaine de l'intelligence artificielle ne fait pas exception à la matière, c'est que le droit court souvent après la réalité. C'est-à-dire on a souvent un certain nombre d'évolutions, un certain nombre de modes d'évolution de la société, de modes d'organisation du travail ou de l'activité qui se développent, et le droit court le plus vite possible pour essayer de trouver les voies et moyens les plus adaptés pour accompagner de la manière la plus optimale possible ces évolutions. Alors dans le domaine de l'intelligence artificielle, force est de constater que ça va très très vite, puisqu'il était rappelé tout à l'heure, je crois que ChatGPT a 1 an seulement, et pourtant, en 1 an, la multiplicité des questions, la multiplicité des exemples de mise en application montre à quel point les questions de régulation se posent avec beaucoup d'acuité. Alors, la situation aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de dispositions légales spécifiques ad hoc qui encadrent l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative en particulier, mais on a un processus qui est en cours de régulation, et puis surtout, on peut convoquer différents éléments de principes généraux du droit issus de différents textes épars, d'où le mot enchevêtrement que vous évoquiez tout à l'heure, que l'on peut utiliser dans telle ou telle circonstance. Alors, si vous le permettez, je vais d'abord faire un rapide panorama historique, je ne vais pas remonter à la Haute-Égypte, mais un rapide panorama historique sur quelques points de repère qui sont intéressants et pertinents par rapport à la question qui nous réunit aujourd'hui. Alors évidemment, je vais rendre hommage à l'orateur précédent et commencer ce panorama par la loi de 78 qui a créé la CNIL et qui a posé un certain nombre de principes, je ne vais pas revenir dessus, vous les avez rappelés, principes de finalité, accès aux données, déclaration, etc. Et qui sont extrêmement pertinents dans le cadre du développement de l'intelligence artificielle. Je vais ensuite continuer ce panorama historique, une fois n'est pas coutume, par quelque chose qui, a priori, n'a pas à voir avec l'intelligence artificielle, mais on va voir tout à l'heure, quand je ferai un coup de projecteur sur les questions de recrutement, qu'il y a beaucoup de questions similaires. C'est le rapport Lyon-Camp de 1992 et la loi en 1992 qui a encadré les pratiques de recrutement. À l'époque, un certain nombre de questions étaient posées au sujet de l'utilisation dans le cadre de processus de recrutement de pratiques assez hétérogènes et qui soulevaient des questions redoutables en termes de liberté publique ou de transparence. On utilisait la graphologie, on utilisait l'astrologie, etc. dans le recrutement. Et donc la ministre du Travail de l'époque avait confié à Gérard Lyon-Camp, un juriste éminent, le soin de faire le point sur le sujet et de formuler un certain nombre de préconisations qui ont été à l'origine de l'évolution de la réglementation en matière de recrutement, et ayant posé un certain nombre de points de repère qui vont aujourd'hui être assez utiles et assez éclairants par rapport à la manière dont on peut utiliser l'IA dans le cadre de processus de recrutement. L'orateur, avant la pause, a donné un exemple justement sur la manière dont intervenait la décision humaine au bout du bout, après que l'IA a été utilisée dans le cadre de ce type de processus. Et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est particulièrement important. Alors, je continue ce panorama historique avec une loi de 2016 sur la loi pour une république numérique qui a donné pour mission à la CNIL d'engager une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par l'évolution des technologies numériques. Mais ce texte, il a aussi posé dans le code des relations entre le public et l'administration un principe qui est important. Alors je le lis. C'est le principe selon lequel une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé.
C'est relation entre public et administration, hein, entendons-nous bien. Et les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. Ensuite, on a le rapport Villani, 2018, ça a été évoqué tout à l'heure, avec un certain nombre de préconisations. Et on voit d'ailleurs à travers les préconisations du rapport Villani qu'on va souvent retomber sur les points de repère récurrents qui sont essentiels au sujet de ces questions de régulation de l'IA. Transparence. Le rapport Villani posait le principe de souhaiter améliorer la transparence des systèmes autonomes et de leur auditabilité. Droit et liberté. Avec la question de la protection sur les abus pouvant résulter de l'utilisation non maîtrisée de l'UA. La responsabilité, j'y reviendrai tout à l'heure, en cas de préjudice causé par l'usage de l'IA. Et puis, création d'une instance afin d'assurer la prise en charge des questions et des débats. Et puis on a le CESE également, le Conseil économique et social, qui s'est prononcé sur ces questions et qui, en 2021, a rendu un avis sur la question avec un certain nombre de préconisations, toujours pareil, transparence, traçabilité, contrôle humain, donc qui sont les notions essentielles mises en avant. Alors, si on va quelques instants sur le champ européen. Sur le champ européen, on a évoqué tout à l'heure l'IA Act, le projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle. Et ce projet de règlement européen, il a été mis sur la table en 2021 par la Commission européenne. Et il a été précédé en juin 2020, et c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que vous savez qu'il y a une négociation collective qui se développe au niveau européen, qui conduit les partenaires sociaux européens à signer dans un certain nombre de cas des accords qui parfois ont donné naissance à des directives et parfois, c'est désormais le plus souvent le cas, donnent naissance à un souhait de mise en application, de déclinaison des principes mis en avant par ces accords par les partenaires sociaux de chacun des États membres. Et le projet de règlement européen a été précédé en juin 2020, le 22 juin 2020, par un accord cadre qui a été signé par les partenaires sociaux au niveau européen, donc, et qui porte sur la numérisation et visant à relever les défis de la transformation numérique sur le monde du travail. Alors, cet accord, évidemment, il mettait en avant les aspects intéressants en termes de productivité, d'amélioration de la productivité, issus de l'usage de l'IA, mais évidemment, il attirait l'attention sur d'éventuelles dérives, et notamment appelait au respect du principe de maintien du contrôle par l'être humain. On y reviendra souvent, cette notion de contrôle humain reste extrêmement prégnante, au respect de l'équité et aux exigences de la transparence. Et cet accord cadre du 22 juin 2020, eh bien, il demandait aux partenaires sociaux de chacun des États membres de le décliner, c'est-à-dire il n'appelait pas à une législation, il appelait à ce que chacun des partenaires sociaux décline dans son domaine les différents principes ainsi dégagés. Alors le projet de règlement européen, il a débuté en avril 21, il a connu différentes étapes. Il y a une étape cette semaine dans le processus de ce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire le dialogue entre la Commission, les États à travers le Conseil européen et le Parlement européen. Il y a déjà eu donc la proposition, un passage devant le Conseil, des amendements au mois de juin dernier du Parlement européen et cette semaine, donc une nouvelle étape effectivement du trilogue en vue d'une adoption qui pourrait être assez rapide et d'une mise en application dès l'année 2025 potentiellement. Alors, ce projet de règlement européen, il distingue différentes catégories de systèmes d'intelligence artificielle, avec, selon les cas, selon le niveau de risque de ces systèmes d'intelligence artificielle, soit une interdiction totale, soit une régulation dont la variabilité de la régulation va dépendre évidemment du niveau de risque. Alors dans les systèmes totalement interdits, il y a ce que le règlement appelle, enfin ce que j'appelle, je ne crois pas que le règlement utilise ce terme, les systèmes entre guillemets de notation sociale, qui n'a rien à voir avec la notation dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Notation sociale, vous savez, si certains ont vu la série Black Mirror, c'est le fait de mettre des notes, des appréciations sur un comportement social, soit avéré, soit pressenti, et d'en tirer un certain nombre de conséquences. Donc ces systèmes, effectivement, sont interdits, et puis toute une série d'autres systèmes qui sont listés dans le règlement, qui sont interdits. Alors, on a aussi un processus de régulation en cours au niveau
internationale à travers des échanges qui ont eu lieu le 30 octobre 23, donc c'est très, très récent, hein, au G7 d'Hiroshima, et puis des échanges également lors du sommet sur la sécurité de l'intelligence artificielle en Grande-Bretagne. Et puis, je reviendrai tout à l'heure sur les engagements très récents qui ont été pris aux États-Unis. Et plus que des engagements, d'ailleurs, des dispositions normatives qui ont été prises aux États-Unis. Alors, un coup de projecteur sur la régulation en matière d'emploi de l'intelligence artificielle. Plusieurs questions autour de l'usage de l'intelligence artificielle qui peuvent se poser sur l'impact sur le marché du travail et l'emploi. La première question, elle va porter sur les processus de recrutement. Ensuite, je dirais quelques mots des problématiques pouvant exister en matière de biais discriminatoires. Évidemment, l'impact en matière d'emploi. Est-ce que l'IA va détruire ou créer des emplois? Et comment ça va se traduire dans la vraie vie, hein, dans le marché du travail? Et comment ça se traduit d'ailleurs dans le fonctionnement des entreprises, sur les conditions de travail, et puis sur la responsabilité. Et puis, au fil de l'eau, je mettrai un coup de projecteur sur un secteur, je ne sais pas si dans l'assistance il y a des représentants de ce secteur, mais un secteur qui est extrêmement concerné par la régulation juridique de ce qu'on appelle le management algorithmique, c'est le secteur des plateformes de travailleurs indépendants, et notamment des plateformes de mobilité, hein, de transport, hein, les Uber, Deliveroo, etc., pour lequel on a une réglementation qui s'est mise en place au niveau tant national qu'en cours au niveau européen, autour de la régulation de ce qu'on appelle le management algorithmique, et qui est intéressant, qui fournit un certain nombre de points de repère intéressants, qui dépassent bien évidemment potentiellement plus largement le cadre des plateformes de travailleurs indépendants. Alors, premier coup de projecteur, le recrutement. Le recrutement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une réglementation ancienne qui date nationale, donc, dans le Code du travail, qui date de 1992 et qui pose un certain nombre de jalons qui sont intéressants à mobiliser par rapport à l'usage de l'IA. Le premier jalon qui est récurrent, qui est transparent, qui est récurrent dans le cadre de cette réglementation, c'est la transparence. C'est la transparence, c'est-à-dire l'information préalable de l'utilisation, par exemple, de l'intelligence artificielle dans le cadre des techniques de recrutement. C'est une information individuelle et collective. Individuelle tout d'abord, avec le fait que le principe qui est posé, c'est que le candidat à un emploi, je cite, est expressément informé préalablement à leur mise en œuvre des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Les méthodes, alors ça c'est l'information, premier point, et puis j'y reviendrai tout à l'heure, les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Alors, pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Alors, il y a un article du Code du travail qui est un article un peu général, qui est important dans l'univers de l'utilisation des données notamment, hein, et qui va être mobilisé sans cesse, qui pose le principe de base, vous savez, c'est le fait que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne soient pas, point 1, justifiées par la nature de la tâche à accomplir, point 2, ni proportionnées au but recherché. Justification, proportionnalité. Et donc, on le voit bien dans ce cadre-là, transparence, c'est-à-dire qu'on dit aux candidats individuellement quelles sont les techniques qu'on va utiliser dans le cadre du processus de recrutement et qui vont participer de ce processus. Hein. Même si, au bout du bout, la décision humaine garde la maîtrise, on utilise quand même dans le cadre du processus des techniques automatisées, et donc on va l'en informer. Et puis, une information également collective, puisque ce texte avait prévu le principe d'une information-consultation des représentants du personnel, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, des techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi. Et puis, les techniques également de traitement automatisé de gestion du personnel. C'était évoqué tout à l'heure. Tout ça doit être partagé de manière extrêmement transparente devant les représentants du personnel. Alors, ça, c'est les principes. Après, c'est la manière dont on va faire vivre concrètement dans la vie des entreprises ces principes. Et il y a eu un certain nombre de recommandations qui avaient été formulées par la CNIL dans un guide de 2020 qui mettait évidemment l'accent sur la formation et la sensibilisation, sur le soutien de la recherche,
Et puis sur la transparence et l'explicabilité des algorithmes. Je vais y revenir. C'est-à-dire ça oblige d'une certaine manière à ouvrir le capot, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire ce qui n'est pas toujours aisé, ce qui n'est pas toujours évident, parce que ça suppose d'avoir des compétences permettant de comprendre la tuyauterie extrêmement complexe à laquelle on va être confronté quand on va regarder ce qu'il y a sous le capot. Et donc, voilà un certain nombre de principes de base. Alors, ouvrir le capot, ça va être aussi, deuxième point, éminemment nécessaire en matière de discrimination et de lutte contre les discriminations. Alors, en matière de discrimination, vous savez, il y a deux types de discrimination qui sont susceptibles d'exister. Vous avez la discrimination directe et la discrimination indirecte. Et ces deux notions sont issues de directives européennes qui ont été transposées en droit national. Et ces deux notions sont mobilisables dans toutes les décisions qui sont susceptibles d'être prises dans le cadre de la gestion des individus dans le monde du travail. Donc le recrutement, les promotions, les décisions en matière d'affectation sur tel ou tel poste, d'augmentation, de refus d'augmentation, enfin, etc., etc. Et la question s'est évidemment posée de savoir si l'IA, l'intelligence artificielle, pouvait avoir, dans un certain nombre de cas, des biais discriminatoires. Alors, ça peut être le cas, effectivement, dans un certain nombre de situations, étant donné que vont être rentrés dans les données qui vont être utilisées par l'intelligence artificielle un certain nombre de paramètres qui, en soi, peuvent être discriminants. Alors, je vous fais grâce de tous les items, la liste des items de discrimination potentielle, mais pour prendre les plus connus, le sexe, l'âge, voilà, par exemple, peuvent être des items qui, rentrés dans une base de données utilisée dans le cadre d'un processus avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, peut produire des biais discriminatoires. Parce que reproduisant également des biais discriminatoires qui peuvent être inconscients, qui sont à l'œuvre dans le cadre de décisions prises au fil de l'eau. Et c'est en ce sens-là que la notion de discrimination indirecte va être intéressante. Parce que la discrimination indirecte, ce n'est pas le fait de prendre en considération le sexe ou l'âge, par exemple, d'une personne pour prendre une décision qui va lui être défavorable. C'est le fait que sur une cohorte d'individus, sur un groupe global d'individus, on va constater que, comme par hasard, ceux d'un sexe ou ceux d'un âge déterminé, ou au-delà d'un âge ou en deçà d'un âge déterminé, vont être moins bien traités que les autres. Et c'est ça la notion de discrimination indirecte. C'est le fait qu'une pratique en apparence neutre, en réalité, dans les résultats qui sont produits, va produire un résultat qui est discriminant. Et là, comment on fait pour éviter ça? On ouvre le capot. J'y reviens comme je l'évoquais tout à l'heure. On ouvre le capot et du coup, on s'intéresse à la manière dont est conçu l'algorithme. On s'intéresse aux données, évidemment, avec lesquelles on a nourri cet algorithme, mais on s'intéresse aussi à la manière dont va fonctionner l'algorithme. Donc c'est extrêmement intelligent, avec aussi un point, je crois, qui a été rappelé par l'orateur précédent, c'est l'évaluation. C'est-à-dire l'évaluation régulière. On ouvre le capot une fois, mais on ouvre le capot régulièrement aussi au vu de la manière dont va être utilisée l'intelligence artificielle. Alors, troisième point sur l'impact sur le marché du travail, c'est l'impact sur les emplois. Alors, l'impact sur les emplois, il donne lieu évidemment à beaucoup de fantasmes, certains pouvant être vrais, d'autres pouvant être exagérés. C'est toujours un peu délicat à matérialiser. Ce qui est certain, c'est que dans l'histoire des révolutions technologiques qu'on a pu connaître, c'est la première fois depuis longtemps, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça ait été le cas auparavant, c'est la première fois qu'on a une révolution technologique qui va toucher les cols blancs. Les précédentes révolutions technologiques qu'on a connues dans l'histoire de l'humanité touchaient généralement plutôt les cols bleus. Et là, cette fois, on a une révolution technologique qui va toucher les cols blancs. Alors, on va le détailler. Comment cette révolution technologique va toucher les cols blancs? Alors, note de France Stratégie 2016, 15% des emplois, selon France Stratégie, seraient exposés à un risque d'automatisation. Étude du cabinet Roland Berger, plus récent, un tiers de l'activité professionnelle en France est exposé. Alors, je vais détailler, ça ne veut pas dire qu'un tiers des emplois sont détruits, mais un tiers de l'activité professionnelle est exposé à l'IA générative. Alors, exposer les emplois, est-ce que c'est les emplois ou en réalité c'est des tâches? On va rentrer dans des tâches. Et on va avoir
deux catégories d'exposition. On va avoir une première catégorie, c'est l'automatisation. L'automatisation, c'est la situation dans laquelle des tâches qui autrefois étaient accomplies par un être humain, demain vont être accomplies potentiellement par une intelligence artificielle. Là, on est dans l'automatisation. Deuxième cas, c'est l'augmentation. L'augmentation, c'est le fait qu'on va toujours avoir un emploi dans lequel quelqu'un qui va exercer une activité de type intellectuel, donc c'est plutôt des cols blancs, effectivement, va voir un certain nombre de ses tâches augmenter, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être plus efficient, plus efficace dans ses tâches, en se concentrant sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, d'interprétation, alors lui permettant de dégager les tâches de premier niveau, de collecte de données brutes ou de première lecture de données brutes. Alors, quand vous avez décrit ces deux impacts, l'automatisation et l'augmentation, on voit bien que l'automatisation, ça va plutôt toucher des catégories de métiers d'employés de bureau, de réception, des métiers qui sont plutôt moins qualifiés, on va dire col blanc, mais moins qualifiés. Et l'augmentation, c'est plutôt les métiers intellectuels et scientifiques. On le voit dans certains secteurs. Alors, il y a un secteur d'activité qui est particulièrement concerné en ce moment, c'est le secteur d'activité de la traduction, l'interprétariat, où effectivement vous avez cette distinction qui peut se rencontrer. Et puis mon métier à moi, le métier d'avocat, dans lequel beaucoup de questions peuvent se poser autour de ça. Alors, il y a une réponse à ça. Je vais vous inviter à conclure prochainement. Alors, je vais accélérer. Il y a une réponse à ça, évidemment, c'est la formation. La formation reconversion d'un côté et la formation pour comprendre l'intelligence artificielle et l'utiliser de l'autre. Alors, l'impact sur l'emploi, évidemment, il peut exister dans un certain nombre de cas. Et dans ces cas-là, vous avez des règles qui prévoient l'information-consultation des représentants du personnel, introduction de nouvelles technologies, gestion prévisionnelle des emplois, etc., etc. Un coup de projecteur sur l'IA, le management algorithmique dans les plateformes. Les plateformes, vous avez une réglementation qui a été mise en place en France qui permet de développer une sphère de négociation collective pour encadrer un certain nombre de sujets autour de l'utilisation notamment des algorithmes dans le cadre des plateformes de travailleurs indépendants. Donc ça, c'est dans la réglementation. Et puis vous avez un projet de directive européenne sur les plateformes de travailleurs indépendants qui va plus loin. La responsabilité, je vais passer puisque je sais que ça va être évoqué juste après, donc j'y reviendrai tout à l'heure s'il y a un certain nombre de questions. Je voudrais finir du coup par les aspects internationaux, puisque c'est quelque chose qui est important de regarder ce qui se passe en dehors de l'Europe. Donc on a l'IA Act, on a le projet de règlement européen qui est en cours, qui pourrait poser des éléments de régulation. Et puis, aux États-Unis, on a un décret qui vient d'être signé par Joe Biden et qui pose un cadre général pour le développement et l'utilisation de l'IA en fixant des standards en matière de sûreté et de sécurité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'exécutif américain voit bien, comme c'est le cas en Europe, qu'il est nécessaire de poser un certain nombre de principes de base. Et les principes fondamentaux donc, sont convoqués effectivement pour l'administration, pour le secteur privé et dans la vie privée également. Alors, par exemple, un élément de contenu de ce décret, c'est d'authentifier les contenus et l'application de filigranes identifiant clairement les productions issues de l'IA. C'est-à-dire qu'on doit savoir qu'une production est issue de l'IA. Et puis, il y a un certain nombre de dispositions autour de la protection de la vie privée et des citoyens contre les dérives de l'IA. Voilà, je vais conclure parce qu'effectivement, il y a plein de questions, il y a plein de sujets, mais je suis dispo s'il y a une ou deux questions pour éventuellement répondre à celle-ci. Merci à vous.